et bienvenue à vous pour cette deuxième de l'émission de Case en Case. Salut à vous! Pour notre deuxième de l'émission, nous allons se pencher sur ces étranges bêtes à poils, écailles, grosses griffes qui se tapissent sous nos lits, hantent nos cauchemars, les princes de la nuit qui se relèvent de leur tombe, créatures en tout genre et de toute taille, j'ai nommé les monstres. Eh ben, tout un programme, j'en tremble déjà. Mais justement, moi de mon côté, j'ai demandé à certaines créatures de nous parler des BD qu'on va parler. Il y aura au programme une créature des barrets, un ogre grognon, un monstre gentil et un petit gobelin. Et bah, c'est tout un programme, j'ai hâte d'entendre ça HB. Et en parlant de monstres, je suis sûr que notre Van Helsing du studio a des choses à nous dire. Professeur Philactère, à vous la parole. Ah, mon jeune ami, je sais que vous-même avez déjà sévi dans ce domaine par vos crayons et que ce thème vous parle. Les monstres, déjà l'homme des cavernes voyait dans les éléments, les esprits, un orage, le monstre du ciel avec ses terrifiants éclairs. L'Antiquité n'était pas en reste avec son florilège de créatures. Géants, cyclopes, harpies, chimères mi-hommes mi-bêtes et autres monstruosités sorties des limbes. De chaque recoin du monde et civilisations les plus reculées, les histoires de monstres sont présentes. L'Asie et leurs fantômes, dragons et démons porteurs de masques, les Indiens d'Amérique avec leurs légendes d'animaux parlant aux humains, les serpents géants du désert australien, ou dans les îles les plus reculées des Caraïbes, avec leurs morts se relevant de leur tombe, et tellement d'autres encore. L'imaginaire actuel qui a poussé un écrivain à la dérive au fond d'un pub irlandais à fantasmer la non-vie d'un seigneur slave buveur de sang, ou bien la jeune Marie à revisiter le mythe du golem à la sauce gothique. Et oui, mes amis, de tout temps et de tous les temps et de toutes les religions, les monstres ont toujours été présents. Aujourd'hui encore, sous de nouvelles formes, ils s'amusent à mettre à l'épreuve nos nerfs. Et là, je ne vous parle pas de la mère de ma deuxième épouse, cette créature vomie des pires cercles de Dante, ni de cette espèce démoniaque qui piétine nos espérances quotidiennes, j'ai nommé les RH. Oui, les monstres nous accompagnent dans notre imaginaire depuis la nuit des temps, sous de multiples formes, et non. Mais soyons honnêtes, trembler, se faire peur devant notre télé ou en lisant un roman qui titille notre imaginaire quand nous sommes blottis sous notre couverture. On aime ça. Et ben voilà, c'est gagné. Moi j'ai déjà peur. Viens professeur, va. Les trucs verts avec des poils ou les petits rampants, les machins pas cool avec les bras tout gluants, des trucs sans forme qui se transforment. Un bonhomme avec un corps tout difforme, des araignées grosses poilues, toute mastoc, avec des mandibules faites pour bouffer un steak, des gros trucs qui avancent qu'on sait pas ce que c'est, tout noir avec des pinces et que c'est là pour te bouffer, des goules qu'on la cale avec des sales gueules, des momies toutes molles avec des têtes de mongols, des bidules qui suintent marronnasses terrifiants, des trucs qui pourrissent de partout, pétrifiants, des grosses bêtes, des choses pas sympas, des gros trucs cracra qui traînent grouille et qu'on les croue, les monstres. Déjà tout petit, j'aimais bien les monstres, les monstres. Les monstres, les monstres, les monstres. Déjà tout petit, j'aimais bien les monstres, les monstres. Les monstres, les monstres. Aujourd'hui encore, j'aime bien les monstres. Les trucs étranges, orange et qui dérangent. Les monstres, les morts vivants, les squelettes, les fantômes. Les trucs mal faits comme à la foire du trône. Les trains fantômes super flippants, mieux qu'aliens. Un barbe à papa avec des poils de hyène. Les trucs qui se collent et qui te bouffent à l'intérieur. Des sangsues qui t'attaquent au cœur parce que c'est meilleur. Une grosse migale avec une tête de poule qui te fout la chair de poule quand elle tombe sur l'épaule. Des trucs genre Muppet Show en plus sale. Des créatures dingues qui te font perdre les pédales. Des trucs bizarres, tu sais pas où quelle est la tête. Des bébêtes sanguinolentes, molles comme une omelette. Des machins qui se traînent, mi-chenilles, mi-humains. Des trucs pas câlins qui ont toujours super faim. Bref, les monstres. Déjà tout petit, j'aimais bien les monstres. Les monstres. Les monstres. Les monstres. Déjà tout petit, j'aimais bien les monstres. Les monstres. Les monstres. Les monstres. Déjà tout petit, j'aimais bien les monstres. Les monstres.
Et nous revoilà dans l'émission de Case en Case. Alors clairement, effectivement, déjà tout petit, nous aussi, on aimait bien les monstres. Pour ce premier tome que je vais vous présenter, le titre c'est The Goon. Alors aux manettes, nous avons Eric Poel qui remplit tout, dessinateur, auteur et il fait également la couleur. C'est publié chez Delcourt depuis 2003. C'est une série de 13 tomes, finie. À côté de ça, il a fait un one-shot avec les mêmes personnages, dans le même univers. Donc, de quoi ça nous parle un petit peu The Goon? Donc, dans une ville, et à une époque où, ce qui nous reste assez vague, il y a une guerre de gangs qui se dispute le contrôle des rues. D'un côté, on a le prêtre son nom et sa horde de morts vivants, en tout genre. Face à lui, on a la famille Labrasio, représentée par son homme fort, le Goon, et son acolyte et ami, le déjanté Frankie. Zombies, monstres des marais, loups-garous, vampires, scientifiques fous, sorciers et autres créatures peuplent cette BD. C'est entre un cartoon et des histoires un peu plus sérieuses, The Goon nous plonge dans une série à l'humour décapant, multiples récompenses pour cette série. Elle est un véritable hommage à tout ce genre de série B, voire même Z d'une certaine époque. Au niveau des personnages, évidemment, nous avons le Goon. C'est une brute épaisse qui suit son propre code de l'honneur et moral d'ailleurs. Il a un physique entre le docker et le gorille. Il a une casquette éternellement vissée sur la tête, une sale gueule. Il a une sale gueule tout simplement. Et il traîne derrière lui un lourd et triste passé qui nous seront dévoilés au fur et à mesure des albums. Le Goon a comme passe-temps favori de taper des morts vivants et de remplir les caisses de son pub préféré, j'ai nommé le Norton. À côté de lui, du coup, on a Frankie. Frankie, c'est un petit sadique à la grande gueule, à la drôle de tête, et c'est le bras droit du Goon. Il est obsédé notoire, il a un humour décalé, il est clairement l'un des éléments comiques de cette BD. C'est une sorte de Jimmy Cricket inversé. Malgré ou grâce à tout ça d'ailleurs, c'est quand même le plus fidèle ami du Goon. Nous avons également comme personnage intéressant le Bussard. C'est un ancien shérif qui a subi par le passé une bien étrange malédiction lancée par le prêtre zombie. Ce tireur d'élite est en quête perpétuelle de vengeance. Devenu un être semi-vivant qui doit se nourrir de chair morte, il va devenir un allié de poids pour le Goon. Le Bussard verra en lui une sorte de salut. C'est un personnage mystérieux et intriguant et il est d'une grande classe. Donc tout ça va affronter le prêtre zombie, le prêtre son nom. Le prêtre zombie, donc du coup, c'est le chef de la pègre des morts vivants. Ce démoniaque nécromant n'a comme but que le contrôle de la ville. Laissant depuis plusieurs générations la mort et la tristesse derrière lui, il se voit contré dans ses plans. À chaque fois, ses plans vont foirer par l'intervention du Goon. C'est un personnage d'une grande cruauté qui ne va pas hésiter à payer de sa propre personne pour assouvir ses envies de grandeur. Un vrai et beau méchant aux multiples facettes, comme beaucoup de personnages de Poel d'ailleurs. Donc c'est ce qui vous attend au niveau des personnages de cette série. Et en parlant de zombies, tout de suite, je vais vous laisser avec un petit son des Cranberries, Zombie.
Et nous revoilà pour la suite de cette émission. Alors du coup, on vous parlait de The Goon. Nous, au niveau de l'équipe, pourquoi on a aimé? Alors The Goon, c'est du tragicomique bien réalisé. Eric Powell a eu l'excellente idée de prêter son univers à toute une galerie d'autres auteurs et dessinateurs qui sont partis sur des mini-histoires. C'est toujours fidèle à son univers. Dans le trait de Powell dessine très bien le moche. Il y arrive très très bien. Au niveau de sa colorisation, je trouve qu'il a réussi entre chaque petite histoire, à avoir plein de styles différents. Il y en a pas mal où il part sur du noir et blanc avec toute une gamme et une teinte de gris. Il a des choses qui sont plus cartoonesques au niveau du trait et au niveau de la colorisation. C'est vraiment une série qu'on a appréciée pour tout ce genre de choses. Même si au début, on pourrait se dire que ça part un peu en délire et qu'il n'y a pas vraiment de construction au niveau des scénarios, plus on va avancer dans la série, donc du coup de 13 tomes, et plus l'histoire du Goon va s'épaissir jusqu'à devenir même tragique. Au niveau de l'édition française, donc de chez Delcourt a eu l'excellente idée et initiative de nourrir chaque album enfin d'une florilège de croquis de la part de Powell et pas mal d'illustrations faites par d'autres auteurs. Alors, dont les auteurs, c'est autant des dessinateurs de comics, parce que Eric Powell est américain, mais il y a également des invités franco-belges qui s'amusent qui s'amusent tout simplement avec le personnage de Powell. C'est une série qu'on vous conseille vivement. Et voilà, moi je trouve ça déjà pas mal. Personnellement, au niveau de l'équipe, nous avons déjà eu l'occasion de le rencontrer en dédicace. Et c'est une personne vraiment marrante. Et donc maintenant, je pense que la petite voix aurait quelque chose à vous dire sur cette BD-là. Et je crois qu'après, toi HB, t'es allé voir quelqu'un pour nous demander ce qu'il avait pensé. Alors ouais, effectivement, moi sur ce coup-là, je suis sorti dans les marais et j'ai demandé à mon pote, la créature des marais, de voir ce qu'il pensait de l'album. Et ok, on va écouter ça tranquillement alors. C'est juste moi ou est-ce que notre existence se résume à de méchantes petites créatures qui veulent nous bouffer la tronche ? Alors, sur ce coup-là, j'ai demandé à mon pote, la créature des marais, de me raconter de ce qu'il a pensé de cette BD The Goon. À toi de jouer. The Goon. Ah ouais, grave, t'as raison.
revoilà dans l'émission de Case en Case. Comment te dire, HB, t'as pas déconné avec ton pote la créature des marais? On n'a rien compris. Bah ouais, mais moi je suis désolé si vous parlez pas le monstre. Bah ouais, sois désolé, j'espère que tout n'est pas comme ça. Non, mais vite fait, je vais vous faire un petit résumé de ce que disait mon pote. Il disait qu'il avait bien aimé The Goon parce que y a des monstres partout, parce que c'est rigolo, et en plus il y a plein de gros mots. Ouais, d'accord. Ok, admettons. On va passer à la suite. Pour la deuxième BD qu'on va vous présenter. Elle se nomme Bienvenue à Oxford. C'est un one-shot, également édité chez Delcourt, dans la collection Contrebande d'ailleurs, publié en 2009 dans sa version américaine, et c'est arrivé dans l'Hexagone en 2011. Alors, au niveau des manettes de cette BD, il n'y a qu'une personne, je vais nommer le Ben Temple-Smith, il est connu parce que c'est lui qui a dessiné les 28 jours de nuit. Et également, il a eu son autre petit bébé qui se nomme Wormswood. Mais on va plutôt revenir sur ce one-shot qui s'appelle du coup Bienvenue à Oxford. Donc de quoi ça parle? Alors, je vais vous dire ça. Donc, perdu au milieu de nulle part, le gouvernement américain décide de confier leurs pires criminels à un pénitencier nommé Oxford. Le pénitencier en question est dirigé par une société privée étrangère et cette institution a comme but d'apprendre à ces criminels de revenir sur le chemin de l'humanité. À travers une galerie de criminels tous plus monstrueux les uns que les autres, tueurs, violeurs, cannibales et j'en passe, nous allons suivre tout particulièrement Ray Delgado. C'est un psychotique, violent, sujet à des crises hallucinatoires. Voilà, dans ce huis clos carcéral, où les gardiens se relèvent très vite pour leur penchant pour la chair humaine et leur hurlement à la lune. Au niveau des personnages, nous avons le docteur Jessica Haley. Donc, c'est une psychologue de certains des patients, dont celui de Delgado. Elle est clairement la seule trace d'humanité de cette BD. Voulant à tout prix s'assurer du bon traitement qu'auront les patients dans l'institut, elle va se retrouver, malgré elle, coincée entre deux genres de monstres, les détenus et les gardiens. Au niveau des persos, nous avons le directeur Gordon Baker. Donc c'est le directeur de la prison d'Oxford, c'est le véritable chef de son domaine, qui tient par une main de fer son équipe pénitentiaire. Très vite, nous allons pouvoir constater à quel point ce chef de meute peut être une bête cruelle sans aucun état d'âme. Nous avons bien sûr du coup le protagoniste, Ray Delgado. Ray Delgado, c'est un ancien militaire traumatisé par la guerre justement. C'est un psychopathe notoire avec un goût prononcé pour les morsures. Il est sujet à de multiples personnalités, à des crises hallucinatoires. Il est clairement ce qu'on appelle un méchant garçon. Donc ce géant effrayant et qui porte toujours une petite paire de lunettes miroirs va très vite trouver sa place dans cet enfer. Se découvrant plus animal qu'humain, assez rapidement, il va se sentir à l'aise. Il va se lâcher, il va lâcher la bête qui est en lui pour prendre part au grand carnage qui va se passer. Au nouveau, alors, dans les autres personnages, il y a un éventail assez large des pires monstres de notre société, avec des personnages comme la Graille, c'est un cannibale qui est coupable de plus d'une dizaine de meurtres. On a également Bill la Baraque, un violeur récidiviste qui aura décapité sa mère. On a Crado, un meurtrier nécrophile, et bien sûr un ancien prêtre pédophile du nom de Norton, et bien d'autres enflures qui mériteront largement le sort qui vont leur tomber dessus. I got a song filled with shit for the strong-willed. When the world gives you a raw deal, set you off till you scream, piss off, screw you. When it talks to you like you don't belong, or tells you you're in the wrong field, when something's in your mitochondrial, cause it latched on to you like knock, knock, let the devil in, malevolent as I've ever been. Head is spinning, this medicine screaming, dick, 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 medicine, it dick, dick, like a salad bowl. Edgar Allan Poe, bedridden, should have been dead a long time ago.
skeletons, think my skeleton's melting. Wicked, I get all high when I think I smell the scent of elephant manure. Hell, I'm in Kahlua, screw it, to hell with it. I went through hell with accelerants and blew up myself again. Volkswagen, tailspin, bucket matches my pale skin. Manowin, went from Hellman's and being rail thin for airfish. Scribbles, Jam, Rap Olympics, 97, Freak Nick, how can I be down mean? Bazaar in Florida, Bruce room, slept on the Florida motel then. Dr. Dre said hell yeah, and I got it stamped like a postcard, word to mailman. And I know they're gonna hate, but I don't care. I barely can wait to hit 'em with the snare and the bass square in the face. This fucking world better prepare to get laced because they're gonna taste my venom. I got that adrenaline in 'em, not knowing when I'm never gonna slow up in 'em. Ready to snap any momentum, thinking it's time to go get 'em. They ain't gonna know what hit 'em when they get beat with the venom. I got that adrenaline in 'em, not knowing when I'm never gonna slow up in 'em. Ready to snap any momentum, thinking it's time to go get 'em. They ain't gonna know what hit 'em when they get beat with the. I said knock knock, let the devil in. Shotgun, pip pellets in the felt pin. Cock fuck around and catch a hot one. It's evident I'm not done. Vic Venom is the thought spun like a web and you're discarding them. Held against your will like a hubcap or a mud flat. Beat strangler attack, so this ain't gonna feel like a love tap. Eat painkiller pills, fuck a blood track like what's her name's at the wheel. Then a cup patch through the car in the reverse at the Indian nut crash in India. The back of it just mangled steel. My Mustang in the Jeep Wrangler, the grill with the front smashed. Much as my rear fender assassin. Slim be a combination of an actual kamikaze and Gandhi. Translation, I will probably kill us both when I end up back in India. You ain't gonna be able to tell what the fuck's happened in India when you're bit with the adrenaline, not knowing when I'm never gonna slow up in 'em. Ready to snap any momentum, thinking it's time to go get 'em. They ain't gonna know what hit 'em when they get bit with the I got that adrenaline in 'em, not knowing when I'm never gonna slow up in 'em. Ready to snap any momentum, thinking it's time to go get 'em. They ain't gonna know what hit 'em when they get beat with the. I said knock knock, let the devil in. Alien, it Elliot, phone home. Ain't no telling when this chokehold on this game will end. I'm loco, became a symbiote, so my fangs are in your throat, ho. You're snake bitten with my. With the ballpoint pin 'em, gun cock, bump stock, double lock, buckshot, tie top of Uggarot, tie, couple knots fired up and caught fire, juggernaut, punk rock, bitches going down like young jock, cause the doc put me on like sunrock, why the fuck not? You only get one shot. Ate shit till I can't taste it, chased it with stray liquor, then bathed in it, then drank till I faint and awake with a headache, and I take anything in rectangular shape, then I wait. To face the demons I'm bonded to, cause they're chasing me, but I'm part of you, so escaping me is impossible. I latch onto you like a parasite, and I probably ruined your parents' life and your childhood too, cause if I'm the music that y'all grew up on, I'm responsible for you retarded fools. I'm the super villain, dad and mom was losing their marbles too. You marvel that Eddie Brock is you, and I'm the suit, so call me Venom. I got that adrenaline in 'em, not knowing when I'm never gonna slow up in 'em. Ready to snap any momentum, thinking it's time to go get 'em. They ain't gonna know what hit 'em when they get beat with the venom. I got that adrenaline in 'em, not knowing when I'm never gonna slow up in 'em. Ready to snap any momentum, thinking it's time to go get 'em. They ain't gonna know what hit 'em when they get beat with the. Et nous revoilà. No, you ain't come back. We're running right back. Here we go again. It's so insane. Cause when it's going good, it's going great. I'm Superman with the wing. Pour la suite, nous allons faire un petit peu de douceur dans ce monde de brut, en vous laissant avec le son The Cascaders. Un petit problème technique, excusez-nous. Like your angel.
to your answer. But someday you'll understand the meaning of my life. But someday you'll understand the meaning of this world. But someday you'll understand the meaning of my life. But someday you'll understand the meaning of this world. But someday you'll understand, oh, the meaning of your life. Et nous revoilà dans l'émission de Case en Case. Alors, pourquoi l'équipe a aimé Bienvenue à Oxford ? Déjà, sans hésitation, il faut le dire, Temple Smith est un amoureux des monstres et du gore. Que dans son trait, ça se reconnaît tout de suite. Il a un trait bien particulier qui développe une atmosphère qui colle parfaitement à son trait, hein, tout simplement, et à l'envie de la BD. Il est au niveau de la colorisation. Il a tout mis dans la colorisation pour créer les ambiances au détriment de certains fonds au niveau du décor, et ça marche très bien. Donc Temple Smith est un amoureux des monstres, il nous le montre, il a un trait bien particulier, et nous, on a adoré pour ça. Après, Bienvenue à Oxford est un one-shot, c'est pas forcément le scénario le plus foufou qu'on puisse lire. Mais l'ambiance graphique, l'ambiance graphique qui se dégage de cet album est assez forte. Alors après, c'est vrai que c'est un trait particulier qui peut rebuter certaines personnes. Nous, au niveau de l'équipe, je pense que là, je parle au niveau de tout le monde, on a aimé. HB, quelque chose à dire ? Ah ouais, carrément, ça fait super flipper, j'ai adoré. Ouais, merci HB. Donc du coup, nous allons vous faire écouter un petit extrait de Bienvenue à Oxford. La petite voix, on t'écoute. Toi, le cannibale, qu'est-ce que cela fait d'être l'objet de consommation ? Je parie que tu aurais quand même envie d'avoir une bonne grosse bouchée d'un de tes petits camarades ici présents. Oh. Oui. Vas-y alors. Je ne suis pas méchant au point de refuser une dernière volonté au condamné. Brave petit. Brave bête, c'est bien. Ça va t'engraisser un peu. Et ouais, c'est ça l'ambiance de la BD. Donc, il n'y a pas vraiment de surprise, hein. Vous avez bien compris qu'on parle de quand même... Il y a du garou dans l'histoire, hein. Il n'y a pas vraiment de surprise. De ton côté, HB, je crois que tu es allé présenter notre Bienvenue à Oxford à quelqu'un. Vas-y, on t'écoute. Carrément. Alors moi, cette fois, de mon côté, je suis allé voir mon pote l'ogre grognon pour voir ce qu'il pensait de cette BD. Alors, je vais vous faire écouter un petit peu son avis. Avis éclairé, mais d'un ogre grognon. Écoutez-moi ça. Alors salut, cette fois j'ai demandé à mon pote l'ogre si vous voulez bien lire Bienvenue à Oxford. À toi. Alors, on m'a demandé de lire Bienvenue à Oxford de Ben Temple Smith. Premier point, j'ai pas aimé. En même temps, j'aime pas ça la BD, donc c'est cohérent. J'ai pas détesté non plus. Alors j'ai pas détesté essentiellement parce que c'est 5 chapitres et que ça se lit vite. Au niveau du graphisme, j'ai trouvé ça assez proche
McKean sur Arkham Asylum. J'ai retrouvé des trucs de Serussi sur la Hyène. C'est un dessin qui est quand même très personnel. Hein, il a une touche qui est quand même très à lui. Des persos qui sont très caricaturés, qui sont très déformés. Sur ce point-là, il y a une démarche qui est intéressante parce que plus les protagonistes sombrent dans une espèce de folie ou révèlent leur nature monstrueuse, et plus le trait devient flou, plus l'image est distordue. Donc ça, franchement, c'était intéressant, à défaut d'être... Voilà. Peu de fond, pas d'arrière-plan, il traite tous les décors, toutes les ambiances à la couleur, c'est que des environnements colorés. Là encore, la proposition, c'est artistiquement intéressant, c'est un choix et c'est pas désagréable. Enfin, toujours au niveau du dessin, il y a pas ou peu de travail sur la case, il reste quand même très fixe, très académique. Mais du coup, on sent que c'est un choix parce que par rapport au chaos qui règne dans le contenu, ça renforce un espèce de contraste. Une espèce de contraste de forme, voilà, c'est ça. Il n'y a pas de plan étrange, il n'y a pas de plan exotique, il y a beaucoup de gros plans. Ça, pour le coup, il y a beaucoup de ça. Ça amène un espèce de côté un peu organique, un peu immersif. Et comme il utilise également comme il y a un gros travail sur le noir et sur les ombres, ça renforce encore ça. Donc au final, c'est plutôt un objet artistique qui est intéressant, qui est travaillé, qui est pensé. Il y a une vraie recherche du contraste, que ce soit du contraste des formes, du contraste des couleurs. C'est un truc un peu clivant parce que que ce soit sur ce qui est traité ou sur la manière dont c'est traité, c'est assez extrême. Donc c'est à recommander pour les amateurs de dessins de BD, ne serait-ce que pour l'expérience de la rencontre. Bon, moi, comme j'ai dit, la BD, j'aime pas ça. Du coup, je me suis intéressé au scénario. Ça sera donc mon dernier point. Le scénario, voilà. C'est de la série B, c'est outrancier, c'est clicheton, c'est sale pour être sale. Franchement, c'est dispensable. Merci. I'm not attached to your world. Nothing heals, nothing grows. I'm not attached to your world. Nothing heals, nothing grows. 'Cause it's a great big wide world. We are drained of
Et nous revoilà dans l'émission de Case en Case. Alors, pour ce 3e album que nous allons vous présenter, ça s'appelle American Vampire. Bon, bah pas de surprise, hein, c'est des vampires et en Amérique. Alors, au niveau de l'équipe, nous avons comme auteur Scott Sinners, qui a été, sur l'idée originale, qui a été en collaboration avec le maître du genre Stephen King, tout simplement, qui est sa seule apparition, si je dis pas de bêtises, dans le monde de la BD. Au niveau du dessin, on a l'excellent Brésilien Rafael Albuquerque et un très beau travail de la couleur signé Dave McCain. C'est publié chez Vertigo. C'est une série en 10 tomes qui n'est pas finie encore. Elle a commencé en 2010 et à côté de la série originale, on a 2 petits one-shots qui se nomment American Vampire Legacy, qui rentrent carrément dans l'univers de cette série. Au niveau de l'histoire, de quoi ça nous parle ? Alors, tout commence dans les années 1860 en Amérique, à une époque où l'industrie vient de commencer sa propre conquête de l'Ouest sur son cheval de fer. Sur les terres de l'Ouest sauvage, où règne encore le colt et la poudre, nous suivons l'un des derniers hors-la-loi de la fin d'une époque. Le progrès et la modernité est soutenu par de riches investisseurs menés par un groupe de vampires du vieux continent. Et en croisant la route du hors-la-loi Skinner Suite, l'affrontement inévitable va déboucher sur la création d'une nouvelle espèce de vampire, j'ai nommé le vampire américain. Dans cette saga, nous allons suivre, en traversant plusieurs décennies dans un pays en plein changement, la non-vie et les conflits de ces nouveaux vampires. Au niveau du personnage, donc forcément, nous avons Skinner Suite, donc c'est un anciennement célèbre bandit de la fin du XXe siècle, qui tient son nom pour son affection toute particulière pour les sucreries. Il est le premier vampire américain. Les vampires américains, c'est une race plus forte et plus résistante que celle d'Europe. C'est une enflure notoire qui roule sa bosse à travers l'Amérique. Avec ce personnage, nous sommes loin, mais loin du clicheton du vampire romantique à chemise à jabot à la sauce gothique. Il est charismatique, c'est un monstre d'un nouveau genre, et c'est l'un de ces personnages sans foi ni loi qu'on va adorer détester. À côté de ça, nous avons Pearl Jones. C'est une jeune fille de la campagne qui arrive à Hollywood, la tête pleine de rêves pour le cinéma. Les choses ne se passent pas comme dans les contes de fées pour elle. Sa vie va vite tourner au cauchemar. Elle est la 2e vampire américaine, c'est la création de Sweet, pour qui il va avoir une sorte de amour-haine un peu particulier. Alors, au contraire de lui, justement, elle lutte contre sa nouvelle nature de vampire et préfère fuir ce monde de violence aux côtés de son époux immortel. Alors, clairement, j'aurais largement pu faire le résumé d'American Vampire à travers son histoire à elle, plutôt que celle de Skinner Suite. Mais bon, franchement, on préfère la bête que la belle. Hein. Dans les autres personnages, du coup, on parlait du mari, c'est Henry Preston. Alors, Henry Preston, c'est un talentueux joueur de guitare, hein, qui, après plusieurs tentatives, obtiendra enfin son rendez-vous avec cette jeune serveuse qui travaille dans le même club que lui-même. Alors, il va devenir le mari de Pearl, et ensemble, ils vont traverser bien des épreuves. Voulant profiter de leur vie paisible, ils vont fuir les combats, justement, qui opposent les vampires, toutes les races de vampires différentes. Il va vieillir auprès de son grand amour. Et alors, malgré sa condition de mortel, hein, il est loin d'être un fardeau et c'est largement rendre les coups pour défendre ce qu'il a le plus cher, en l'occurrence son grand amour. Alors, dans les personnages aussi qu'on va retrouver régulièrement dans cette série, nous avons Hobbs. Alors, qui c'est ce Hobbs ? Qui dit société vampire à travers le monde qui se cache dans certaines sphères du pouvoir, dit forcément chasseur de vampires. Hobbs est l'un des leaders d'une société secrète de chasseurs de vampires qui se nomme les Vassaux de Vénus. C'est un personnage mystérieux qui a largement conscience du danger que représentent les vampires. À la tête d'une véritable petite armée, il note les agissements et les différentes races des suceurs de sang à travers le monde.
Loin de n'être qu'un observateur, c'est une croisade d'extermination contre les vampires où il va se lancer. Il y a encore beaucoup de personnages secondaires que je voudrais vous présenter, mais je vous invite plutôt à les découvrir vous-même. La série va se passer à travers plusieurs siècles. On va régulièrement faire des flashbacks des flashbacks d'une époque à l'autre. Donc je vais vous laisser découvrir ça tranquillement. En attendant, je vais vous laisser avec un autre suceur de sang. Connaissez-vous l'histoire du comte Dracula qui dormait dans sa tombe et non sur un matelas? Du fond de son château, je sens sur moi son œil quand je range mon violon dans son petit cercueil. Dans les rues de la ville, parmi la multitude, je l'imagine dans son lit de solitude, ce fou romantique rejeté dans les oubliettes. Il me semble l'entendre gratter à ma fenêtre. Connaissez-vous l'étrange conte Dracula qui dormait dans sa tombe ou bien la tête en bas? Il se relève la nuit pour aller se nourrir et il ne sait pas se décrire. L'eau des miroirs me lui renvoie à son reflet. Il ignore s'il est beau, il ignore s'il est laid. Il porte une cape, il porte une fraise en dentelle, un chapeau démodé, mais il est immortel. Je connais une fille dont le sourire pointu est plus cruel que celui de Nosferatu. Le crucifix qui descend entre ses deux seins ferait se damner un saint. On se brûle les yeux sur sa chevelure blonde, comme si l'on revenait d'une cave profonde. Le goût de sa personne comme celui de l'ail me reste dans la bouche, je doute qu'il s'en aille. Il semble que l'amour soit parfois un charme bien pire que celui que l'on prête au prince des vampires. De malheureuses piqûres dans le cou qui vous gratte, discrète signature du vieil aristocrate. Dans les rues de la ville, parmi la multitude, je l'imagine dans son lit de solitude, ce fou romantique rejeté dans les oubliettes. Il me semble l'entendre gratter à ma fenêtre. Et nous revoilà pour la suite de l'émission de Case en Case. Alors du coup, pourquoi nous, on a aimé American Vampire ? Donc, il y a un énorme potentiel de série télé. L'univers et les personnages offrent vraiment une large possibilité de la chose. Il y a rien qui est laissé au hasard au niveau de cette série. On fait régulièrement des voyages à travers les époques et toutes
les petites histoires, ou la grande histoire, est toujours reliée par un élément de la série. C'est vraiment bien écrit. Donc nous, de notre côté, comme d'habitude, on a demandé à la petite voix de vous faire un petit coucou de la chose, et je crois que HB ensuite est allé voir quelqu'un. Ouais, carrément. Moi, je suis allé voir un monstre gentil, vous allez voir. Non, j'ai raté cet épisode, hélas. Mais vu vos manières à mon égard, je suppose que vous êtes des chasseurs de vampires. Des exterminateurs de vampires, pour être exact, Miss Jones. Nous faisons cela depuis très longtemps, et avec succès. Yurek m'a demandé de vous parler de American Vampire, de Scott Snyder et Stephen King, dessin de Raphaël Albuquerque. Ça se passe dans l'Amérique du début du XXe siècle, c'est la lutte entre les vampires du vieux continent et une nouvelle espèce de vampire, une sorte de version 2.0, sans les défauts, c'est-à-dire le soleil, les pieux en bois, tout ça, ça n'a pas d'effet pour eux, et qui est incarné par un personnage hyper charismatique, mais sans foi ni loi, surnommé Skinner Sweet. Alors tout ça, ça évolue dans un univers graphique très sombre, avec il y a plus de corps décharnés que de pâquerettes, mais c'est super cinématographique, il y a une super esthétique de la mort. Bref, j'ai aimé American Vampire, cette lutte entre les puissants qui se croient au-dessus de tout, et cet électron libre ravageur qu'est Skinner Sweet. Et voilà, merci au monstre gentil. Bah ouais, carrément, il est super sympa. Pour la dernière BD que nous allons vous présenter, j'ai nommé La Brigade des Cauchemars. Alors, La Brigade des Cauchemars, c'est édité chez Jungle dans la collection Frisson, publié en 2017. À l'heure actuelle, il y a 6 tomes et la série n'est pas finie. Et à mon avis, c'est pas tout de suite que ça va se finir. L'auteur, c'est Franck Tillier. Le dessinateur, Youngi Dumont. Et nous avons encore une fois un excellent travail de couleur avec Drac. Au niveau des résumés, donc un scientifique spécialisé sur les recherches sur le cerveau, le professeur Angus, a créé une étonnante machine capable de plonger physiquement des personnes dans les rêves de ses patients, afin de pouvoir guérir tout ce qui est traumatisme, peur et autres phobies. Il a envoyé, non pas dans les rêves, mais plutôt dans les cauchemars, son équipe afin de résoudre leurs problèmes. Cette équipe, composée de 3 enfants, aux nerfs d'acier, se nomme la Brigade des Cauchemars. Donc, la Brigade des Cauchemars est composée de son fils, d'un jeune ado qu'il a recueilli et d'une ancienne patiente. Et ensemble, ils vont traverser à travers plusieurs BD et ils vont vivre de grandes aventures. Donc, nous avons comme personnage le professeur Angus. Donc, c'est le chercheur qui est à la tête de la Brigade des Cauchemars. Il forme sa jeune équipe dans un but bien précis qu'on découvrira au fur des albums. Et il cache certaines vérités et il va garder une part de mystère. Étant également le père de Tristan, il veille constamment sur son équipe. Quand eux sont plongeants dans les rêves, il reste sur une sorte de console à veiller sur les 3 jeunes. On n'oublie pas, il y a son fils. Justement, son fils se nomme Tristan. C'est le fils du professeur. Il est handicapé sur un fauteuil roulant. Il est d'un profond optimiste. C'est un ado rigolard et gourmand. Et il a comme particularité dans le monde des rêves de retrouver l'usage de ses jambes. C'est un personnage attachant et sympathique. Tristan est le rayon de soleil de la Brigade des Cauchemars, clairement. Nous avons également comme personnage Esteban. Alors Esteban, c'est le fameux ado qui a été recueilli par le professeur il y a à peu près 3 ans. Il est considéré comme Tristan le considère clairement comme son frère. C'est un ado plein de mystères et souffrant d'amnésie. Il n'a aucun souvenir au-delà de ces 3 dernières années. C'est un enfant intelligent, vif d'esprit, et il a pour lui de ne jamais rien lâcher. Et comme chaque membre de la brigade, en franchissant la porte des rêves, il développe un petit pouvoir particulier. Le sien est de pouvoir traverser la matière. Et au fil des épisodes, de la série, on va découvrir ses origines et ils vont dévoiler un petit peu tout le mystère qu'il y a autour de ce personnage. Le troisième personnage de la Brigade des Cauchemars est Sarah.
Donc Sarah, c'est la dernière arrivée de la brigade. C'est une ancienne patiente du professeur Angus et elle partage avec Esteban une amnésie qui l'empêche de se souvenir d'au-delà de ses 3 dernières années également. C'est une jeune fille dynamique et pleine de bon sens. Son petit don à elle, c'est quand elle traverse le monde des rêves, elle a la capacité fort sympathique de pouvoir voler. Elle a pour elle une réelle empathie pour les autres et pour le reste de son équipe. C'est plutôt un personnage intéressant. Nous, à notre niveau, pourquoi on l'a aimé ? Parce que littérature jeunesse n'est pas forcément littérature pour enfants. Et c'est bien écrit, c'est quelque chose d'intelligent et c'est plutôt agréable de s'apercevoir qu'aujourd'hui, la littérature jeunesse est intelligente et bien faite. Donc c'est pour toutes ces petites raisons que nous, on a vraiment plutôt aimé. Et d'ailleurs, je pense que si je vous ai écouté les règles de la Brigade des Cauchemars. Règle numéro 1. Le temps passe 24 fois plus vite dans le cauchemar. 1 heure dans la réalité, 24 heures dans le rêve. Règle numéro 2. N'oubliez jamais de refermer la porte derrière vous. Règle numéro 3. Tout devient vraiment réel pour vous quand vous êtes de l'autre côté. Eh ben merci petite voix, c'était sympa de ta part. HB, j'imagine que également tu as passé la brigade à quelqu'un pour qu'il nous dise son avis. Mais carrément, cette fois-là, comme dans les petits monstres, je suis allé voir mon pote le gobelin. Et lui aussi, il a un avis à dire sur la Brigade des Cauchemars. Eh ben très bien alors, écoutons-le. Alors, salut. J'ai demandé à mon pote le gobelin s'il pouvait me lire la Brigade des Cauchemars. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé ? Moi, je trouve que la Brigade des Cauchemars, c'est super cool. En plus, j'adore les dessins, j'adore les rêves. Ils sont très intelligents, je trouve. Et les personnages, je les aime bien. Il y a Tristan, Esteban et Sarah, les personnages principaux, qui vont dans les rêves. J'adore tout. Et voilà. Au revoir. Eh ben merci à toi petit gobelin, c'était sympa de ta part. Et il est déjà l'heure de se quitter. Donc encore une fois, je vais remercier toute l'équipe, à savoir HB, le professeur phylactère, la petite voix, ainsi que Pastel à la régie. Je vais également vous remercier vous de votre écoute. On va s'excuser auprès d'Oscar parce qu'on a pris un petit peu de retard sur les horaires tout simplement. Donc un petit résumé. Donc nous vous avons présenté The Goon, la brute de Eric Powell. Nous avons American Vampire de Murphy, ainsi que la Brigade des Cauchemars et Bienvenue à Oxford. Vous pourrez retrouver toutes les références sur le site de la radio. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne lecture et surtout, faites de beaux rêves. Allez, à bientôt. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our elaborate plans. The end of everything that stands.
no safety or surprise. The end. I'll never look into your eyes again. Can